Smell Talks, un podcast by Né. Les rencontres de la culture olfactive. Parfumeurs, auteurs, scientifiques, Né vous propose des conférences d'experts à travers le monde. Du 21 au 24 mars 2024, entre salon et festival, la première édition de la Paris Perfume Week a réuni professionnels et amateurs passionnés au Bastille Design Center. Son objectif ? Rendre compte de l'effervescence de la culture olfactive et mettre en avant les acteurs d'une industrie multiple, marques, maisons de composition et producteurs de matières premières. Sur la scène des Smell Talks, se sont succédés des masterclass de grands parfumeurs et des conférences et tables rondes sur les dernières avancées de la recherche ou les relations que le parfum peut entretenir avec l'art, la musique, le cinéma ou la mode. Né vous propose de redécouvrir certaines de ces interventions. Dominique Roch a été sourceur d'ingrédients naturels pendant plus de 30 ans. Auteur du livre « Le parfum des forêts », il nous propose aujourd'hui une conférence pour évoquer le destin des arbres à parfum. Eh bien, nous poursuivons et nous commençons l'après-midi avec une conférence autour du destin des arbres à parfum. Notre invité, je pense que vous le connaissez bien. Je vois que vous êtes très nombreux pour le retrouver aujourd'hui. Notre invité, c'est Dominique Roch. Dominique Roch, vous avez été sourceur d'extraits naturels pendant plus de 30 ans pour l'industrie du parfum. Vous êtes aujourd'hui président de Basalm Consulting. Vous avez toujours vécu auprès des arbres. Vous avez même exercé le métier de bûcheron. Peut-être qu'on en parlera. Et vous êtes l'auteur de Cueilleur d'essence, que tout le monde connaît, qui a été publié chez Grasset en 2021, disponible d'ailleurs également en livre de poche. Et votre dernier livre s'intitule Le parfum des forêts, publié également chez Grasset. Il est sorti l'année dernière, en mai je crois, au mois de mai. Et dans cet ouvrage, on est constamment sur le fil. Par rapport à la forêt, on est tout le temps entre l'usage de la forêt, l'utilisation du bois et la sauvegarde. On va en parler évidemment pendant cette grande demi-heure ensemble. C'est un message écologique passionnant, évidemment nécessaire. Et ma première question, Dominique, évidemment on relie tout ça au parfum. Est-il vrai que l'arbre est aux sources de l'histoire du parfum ? Alors oui, juste en mot d'introduction, je pense que le parfum est le sujet absolument rêvé et idéal pour parler des arbres. Il y a un point de rencontre qui est extraordinaire. Un point de rencontre d'abord dans l'histoire, et sans vouloir faire trop d'emphase, je dirais dans l'histoire de l'humanité, parce que l'affaire des arbres à parfum, elle remonte à au moins 4000 ans, 5000 ans. Elle remonte à 5000 ans, elle ne s'est pas arrêtée, c'est une histoire qui continue et qui est toujours extrêmement vivante et qui pose encore des tas de questions aujourd'hui. J'espère qu'on aura le temps d'évoquer tout ça. Donc est-ce que le parfum des arbres s'ancre dans l'histoire ? Oui, évidemment. S'il faut, je distingue un petit peu deux époques. Il y a l'époque très très lointaine, on va dire, de deuxième et troisième millénaire avant notre ère, où on sait des choses, mais il y a plein de choses aussi qu'on ne sait pas. Et c'est merveilleux parce que ça laisse la part à l'imagination. Moi, j'ai souvent envie de mettre en avant, autour de choses qu'on sait, c'est-à-dire que longtemps, quand les hommes vivaient à l'abri de la forêt, vivaient dans la forêt, on sent bien que depuis des dizaines de milliers d'années, ils ont appris à connaître les arbres et tout ce que les arbres pouvaient leur procurer en dehors d'un abri, c'est-à-dire toutes les vertus de ce que pouvaient leur donner les feuilles, les écorces, les fruits et ce qu'ils voyaient suinter des troncs, c'est-à-dire les baumes et les résines. Et donc, il y a eu cet aspect, on va dire, très médicinal au départ, dont on voit bien que avec l'émergence de la civilisation, Égypte, Mésopotamie, cet aspect médicinal va se transformer en quelque chose de tout à fait fascinant, c'est-à-dire que l'odeur, tout d'un coup, on va lui donner une autre inflexion, c'est-à-dire qu'elle est tellement puissante, elle est tellement forte, elle est tellement bonne, qu'on va s'en servir pour rendre hommage au divin, quel que soit le divin qu'on avait à l'époque. Donc ça, on le sait, on sait que donc les premiers, ce qu'on considère comme les premières manifestations du parfum en tant que tel, c'est de brûler des bois odorants et de brûler des résines et des baumes qu'on pouvait trouver. Donc, au départ de toute l'histoire, qu'est-ce qu'on trouve ?
Et même chose, c'est là où c'est très important de mentionner Mésopotamie et Égypte, parce que c'est deux régions du monde où le croissant fertile, où la civilisation naît, mais ils ne sont pas très riches en arbres. Ils sont pas très riches en arbres. Et où est-ce qu'étaient les arbres qui les ont fascinés et très rapidement? Ils étaient sur le mont Liban, à peu près à équidistance pour ces deux civilisations. Et sur le mont Liban, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait quelque chose dont on peut deviner aujourd'hui que c'était absolument extraordinaire. Il y avait une forêt qui faisait 200 km de long sur le mont Liban, et dans lequel on trouvait quoi? On trouvait le roi de la forêt, le cèdre, et puis accompagné de tas d'autres arbres, notamment de genévriers, de pins, de sapins et de cyprès. Et sans surprise, dans ce qu'on retrouve, c'est le cèdre, le genévrier et le cyprès qui sont peut-être les odeurs fondatrices de la relation des hommes avec les arbres à parfum. Et ça, c'est tout à fait fascinant. Et alors, il se produit une chose extraordinaire, d'ailleurs, pour en quelque sorte concrétiser tout ça, c'est que dans le premier texte écrit de l'humanité, qui est l'épopée de Gilgamesh, où là, on est... Alors, il y a eu des tas de versions, etc., mais enfin, on est, disons, aux alentours de moins 2000, moins 1500... l'histoire qui est donc le premier récit de l'humanité, donc on imagine bien que ce sont des traditions orales, des mythes, etc., qui ont été mis sur des tablettes d'argile, et parmi les premières choses que le roi légendaire Gilgamesh veut faire, il veut aller conquérir la forêt des cèdres. Il veut aller conquérir la forêt des cèdres. Alors ça nous amènerait dans des grands développements, malheureusement on n'a pas le temps, mais c'est fabuleux, il faut se rendre compte que c'est véritablement le moment où l'homme va acter son divorce avec la nature sauvage. C'est-à-dire qu'il y a un gardien de la forêt des cèdres, c'est un monstre terrifiant, on ne peut pas y rentrer, c'est interdit à l'homme. Gilgamesh va le tuer et va donc s'arroger le pouvoir de couper les cèdres. Évidemment, ça se passe dans l'histoire à une époque où on commence juste à être capable à maîtriser le bronze, à faire des haches, et donc il a la hache qui est capable de couper des cèdres. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, au lieu de se contenter de prendre ce que la forêt nous donne, on va considérer la forêt, dans notre histoire, à partir de ce moment-là, comme une mine, et on va couper les arbres. Alors, ça a des tas de conséquences, on ne peut pas le regretter aujourd'hui, et ça a notamment une conséquence, c'est qu'en coupant les arbres, on découvre leur odeur, c'est-à-dire qu'on découvre l'odeur de leur bois. Et alors, ça nous amène beaucoup plus tard, donc autour du premier millénaire, autour de l'an 900, où là, il y a une autre histoire qui est totalement, pour moi, fondatrice. C'est de l'histoire, mais c'est plus que de l'histoire, parce que sur le parfum, elle dit énormément. C'est la fameuse histoire du roi Salomon et de la reine de Saba. Donc le roi Salomon veut faire le palais et le temple que son père, le roi David, n'a pas eu le temps, n'a pas pu faire. Il dépêche des milliers de bûcherons sur le mont Liban pour couper des cèdres. Et pourquoi est-ce qu'il veut faire le palais en cèdre? Parce que le cèdre est un très bon bois, mais surtout parce qu'il sent divinement bon. Divinement bon. Et une fois que le palais est en construction, prêt à être construit, alors on est entre l'histoire, on est entre les certitudes et évidemment la légende, mais bon, tout ça est relaté de façon très détaillée dans la Bible. Et le roi Salomon accueille la reine de Saba, personnage mystérieux, probablement à la peau sombre, et qui était certainement une reine d'Éthiopie. Et la reine de Saba, aux alentours de l'an 900, on vient juste de domestiquer le dromadaire, on sait faire des caravanes, et avec ces caravanes, qu'est-ce qu'on fait? On s'empresse de les charger d'encens, qui vient de la Corne de l'Afrique, pour pouvoir remonter vers le monde méditerranéen et vers Jérusalem. Et la rencontre du roi Salomon et de la reine de Saba, c'est assez prodigieux parce que le palais embaume le cèdre, elle vient, elle a ses dromadaires chargés d'encens et on va brûler de l'encens dans le temple. Et ce mélange de la senteur du bois et de la senteur des résines et des baumes, quelque part, c'est une forme de naissance de la parfumerie. Alors, juste pour conclure sur cette période historique très ancienne, j'ai dit qu'il y a des tas de choses qu'on sait et puis des choses qu'on ne sait pas, où on est encore en pleine recherche. C'est pas très facile de tracer à quel moment les différents bois, les différents ingrédients, les différents baumes ont commencé à apparaître. Ce qu'on voit bien, c'est qu'à l'époque de la Bible, mais la Bible pas très ancien, hein, c'est 500-600 avant Jésus-Christ, il y a une richesse de description de matières premières de ce qu'on
n'utilise déjà pour faire des parfums qui est assez prodigieuse. Donc on a beaucoup travaillé, vous le savez, sur les reconstitutions des différents kifis en Égypte. Et dans le Cantique des Cantiques, mais pas que, dans d'autres passages de la Bible, on voit apparaître une pléthore d'ingrédients. Alors pour les bois et pour les résines, les bois qu'on a déjà cités, on voit finalement un recours à tout ce qui était odorant dans le bassin méditerranéen, et notamment, même si c'est difficile parce qu'il y a des confusions de vocabulaire, on n'est pas toujours sûr de savoir de quoi on parle, mais on voit bien qu'on a beaucoup recours à un baume qu'on appelait le baume de Judée, qui est en fait une forme de myrrhe qui était présente là et qui a depuis disparu, en tout cas disparu de nos palettes. On a beaucoup recours à des formes de pistachier, notamment le pistachier térébinthe. La térébinthe semble avoir été un ingrédient extrêmement important. Et un autre pistachier qui est le lentisque, dont il reste des manifestations aujourd'hui à travers le mastic, qui est encore présent à la palette des parfumeurs, même si ce sont des ingrédients qui sont devenus un peu niche. Alors très intéressant, déjà on voit bien que on commence à rentrer dans une phase où certains ingrédients perdurent, et ça c'est très intéressant d'analyser pourquoi. Est-ce que c'est le contexte historique ou est-ce que c'est leur mérite en termes véritablement olfactifs, et d'autres disparaissent. Notamment si le lentisque est devenu un peu marginal, s'il n'y a plus de baume de Judée, etc., c'est pas tellement que ces arbres ont disparu, c'est que leur intérêt dans l'évolution de la parfumerie a été bien moindre. Et Dominique Roch, beaucoup plus proche de nous, si on prend par exemple le 19e siècle, il y a une explosion de la demande et de la production de parfums. Qu'en est-il des arbres à parfum, justement, avec l'effet de cette demande ? Alors là, il va se passer des choses extraordinaires pour la parfumerie. Donc, 19e siècle, je lis un petit peu avec des choses que Johan nous a racontées tout à l'heure, mais le monde explose. Le monde explose, et notamment parce qu'on maîtrise la vapeur. En maîtrisant la vapeur, c'est la naissance de l'industrie, c'est la naissance du transport. Deux choses qui vont complètement transformer le monde. À la clé de tout ça, il y a quelque chose qui va être déterminant pour la parfumerie aussi, c'est les colonies. L'affaire des épopées coloniales, et notamment de l'épopée coloniale française, a profondément marqué la parfumerie, puisque en même temps, dans la même époque, c'est-à-dire vraiment les dernières décennies du 19e, les besoins quantitatifs de la parfumerie, la demande de parfum augmente de façon à ce que les grandes sociétés grassoises qui règnent sur la parfumerie mondiale à l'époque se trouvent confrontées à des besoins qu'elles n'ont peut-être pas anticipés. Alors il y a les fameux exemples de la lavande où en quelques années en Haute-Provence on passe des petits alambics traditionnels qui étaient sur des charrettes et qui allaient dans les champs à des usines, véritablement des usines de distillation de lavande avec des choses absolument extraordinaires. Et ce qui est vrai pour la lavande est vrai pour des tas de choses. Donc il y a cette explosion. Alors les colonies, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi qu'on est beaucoup plus capable et désireux d'aller chercher des choses à l'autre bout du monde. Et si on reste sur les arbres à parfum, alors j'ai été un peu vite tout à l'heure sur la Bible, puisqu'on sait déjà qu'à l'époque de la Bible, il y avait, à partir du moment où on a maîtrisé la navigation vers l'Est, il y avait du santal et de ce qu'on appelait l'aloès, c'est-à-dire, vous le savez tous, le oud, qui s'appelle aloès dans la Bible. Donc, on ne se contentait pas déjà des ressources méditerranéennes, mais on avait fait appel à la richesse absolument prodigieuse de ce qui allait venir d'Orient, d'Indonésie. Et on voit très tôt apparaître aussi la mention du benjoin. Benjoin, probablement le premier, il venait de Sumatra, où il existe toujours. Celui du Laos probablement un peu plus tard, mais enfin tout ça est arrivé très vite. Donc cette richesse au 19e siècle, elle est relativement phénoménale, et quand on regarde les listes d'ingrédients naturels d'une façon générale et la part de ce qui est des bois, des résines encore une fois et des baumes dans ces catalogues, c'est prodigieux. Alors on voit à partir de ce moment-là apparaître des choses comme le bois de rose, on voit apparaître beaucoup le santal. Et en même temps, cette explosion des besoins, elle va se traduire par quelque chose de très simple, c'est-à-dire qu'on va aller vers les premiers drames de l'abus et de la déforestation.
il faut se replonger dans l'état d'esprit de l'époque, et notamment des premières colonisations. Et puis je parle aussi dans mon livre de l'exemple des Américains qui commencent la coupe des séquoias au milieu du 19e siècle. La nature, c'est très simple, elle est infinie et inépuisable. Ça ne se discute pas, c'est comme ça. Quand les Américains attaquent les séquoias de Californie, ils y vont jusqu'en 1970 comme s'il y en aurait toujours. Et bien, la parfumerie n'a pas été en reste, et il y a deux histoires qui sont mieux connues que les autres, mais ce ne sont pas les seules, mais qui sont très intéressantes, qui nous parlent beaucoup. C'est l'histoire du bois de rose et du santal. Donc bois de rose, donc bien entendu qu'on est en Guyane, qu'on est à Cayenne, que les amis de Grasse, les Chiris et autres, mais notamment les Chiris, qui ont un véritable empire à la fin du 19e siècle, s'établissent partout, ils s'établissent à Cayenne et ils veulent du bois de rose. Pourquoi ils veulent du bois de rose ? Parce que le bois de rose, c'est la grande source de linalol naturel. Tout le monde en raffole, c'est fabuleux, c'est génial. Et on se met à couper le bois de rose de Guyane. Et on se met à le couper avec tous les atouts du 19e siècle, c'est-à-dire qu'on a, ça c'est pas très connu, mais on a envoyé en Guyane des prototypes qui avaient été fabriqués en France de machines à couper le bois, à le mettre en copeaux et à le distiller. Et ça partait sur des barges auxquelles on faisait remonter les fleuves de Guyane. C'est des épopées qui sont absolument inouïes. Et donc, tant et si bien que, même chose, milieu du XXe siècle, on se réveille, il n'y a plus de bois de rose. Il n'y a plus de bois de rose, en tout cas, pas de bois de rose atteignable. Et bien voilà, il n'y a plus de bois de rose. J'en parlerai tout à l'heure sur les problématiques d'aujourd'hui, mais il faudra attendre un demi-siècle pour voir des initiatives prises aujourd'hui pour essayer de recréer des ressources en bois de rose. Le santal, histoire épouvantable aussi, donc le santal qui est l'arbre de l'Inde, mais depuis toujours. Alors lui, il a au moins 5000 ans d'existence. Les Indiens vous disent qu'ils ne pourraient pas vivre sans l'odeur de santal. Donc c'est... ce santal, il était présent sur la côte est, Mysore et en dessous. Il y avait des ressources très très abondantes. Les Anglais arrivent, la parfumerie s'éveille. Tout d'un coup, on a l'idée de distiller du santal pour en faire de l'huile essentielle. On trouve que c'est fabuleux. On crée le santal Mysore. Tout le monde en veut, tant et si bien qu'on attaque la forêt de santal. Même chose, il y en aura toujours. Ben non. En 1970, c'est marrant parce que vous voyez, on commence tout ça au début du 20e et puis il faut 50 à 70 ans pour... voilà, et même chose, et vous avez peut-être entendu parler, on a beaucoup parlé parce que c'est récent, des problèmes qu'a engendré la disparition du santal en Inde avec de la contrebande, avec des paysans qu'on a assassinés pour aller leur voler leur santal, pour aller dessoucher, parce que la meilleure essence dans un santal, elle est dans la souche, etc. Donc, deux exemples absolument terrifiants d'abus, et où on voit bien ce qu'avait entamé Gilgamesh avec sa hache en bronze, où ça a mené quelques siècles plus tard. Alors, il y a ça au 19e, et puis il y a aussi le fait que la circulation permet d'enrichir, et donc on voit un afflux de nouveaux produits qui arrivent à la palette. C'est là où on découvre le baume Pérou. Alors le baume Pérou, on découvre, nous les Européens, la parfumerie, parce que le baume Pérou, les indigènes, il y a longtemps, qui s'en servaient comme cicatrisant, un peu comme partout sur la planète. Tous ces produits ont toujours été connus, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir à partir de quand ils ont été captés par la parfumerie, par les parfumeurs qui étaient fascinés par l'odeur. Et le baume Pérou, j'en reparlerai aussi tout à l'heure, mais c'est une odeur absolument prodigieuse, cette odeur douce et vanillée qui sort d'un arbre. Voilà. Baume Pérou, baume Tolu, donc qui a disparu aujourd'hui, enfin qui a existé, qui a eu son heure de gloire, qui était aussi un baume qui venait d'un peu plus au sud que le Salvador, qui venait de Colombie. L'Élémie, qui commence à apparaître aussi au début du siècle, aux Philippines. Donc on a le 19e, il faut aussi reconnaître cette exploration du monde a servi à véritablement nourrir la planète. On a aussi l'apparition du fameux cèdre de Virginie, que donc nos amis américains, dès qu'un truc sent bon, ils appellent ça cedar.
donc c'est pratique, mais 9 fois sur 10, c'est pas du cèdre, parce que le cèdre, il y a le cèdre du Liban, il y a le cèdre de l'Atlas, il y a le cèdre de l'Himalaya, puis tout le reste, c'est autre chose. Donc en l'occurrence, le cèdre de Virginie, qui est un produit capital très important pour la parfumerie aujourd'hui, c'est un genévrier. Et là aussi, c'est une très belle histoire, parce que ça nous ramène au mont Liban, 5000 ans en arrière. C'est-à-dire que le genévrier, à côté du cèdre, le cyprès dans une moindre mesure, c'est une des odeurs boisées les plus fortes et les plus magnifiques qui existent dans la nature et auxquelles la parfumerie rend hommage en continuant à s'en servir. Le cèdre, le dit cèdre de Virginie, mais aussi le produit, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, le cad, qui est un genévrier qui pousse en France et où il y a la distillation du cad fait toute une série de produits utilisés un peu en parfumerie, beaucoup pour les soins pour les animaux, pour les cheveux, etc. Enfin, c'est toujours cette multiplicité de mérites qu'ont ces produits qui viennent des arbres. Et alors aujourd'hui, Dominique, où en est la situation pour les arbres à parfum? Parce que j'ai l'impression on constate une sorte de prise de conscience, sans en mesurer forcément les effets, et en même temps les dégâts semblent assez irréversibles. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Alors il se passe des choses assez diverses et contradictoires. Je pense que ce qui est très intéressant, c'est que dans la parfumerie contemporaine, dans la palette des parfumeurs, au fond, les produits qui viennent des arbres sont ceux qu'on peut questionner le plus, en savoir s'ils vont durer encore ou s'ils vont durer toujours. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'entre eux sont des produits sauvages, et c'est donc toute la question de la relation dans les années 2020 entre une industrie et des sources de produits sauvages. C'est vrai pour les arbres, mais je sais pas, on pourrait citer le romarin, enfin il y a plein de produits encore, le Cistelabdanum, qui ne sont pas des produits cultivés. Donc la façon dont on s'organise pour aller les cueillir, pour aller les prélever, elle est tout à fait déterminante. Et probablement, j'ai été acheteur, donc je peux en témoigner, que les produits sauvages sont ceux qui font le plus peur. Pourquoi ? Parce que c'est ceux dont on ne sait pas comment on va les maîtriser, et s'il y a une sécheresse, et s'il y a trop d'eau, et si les bûcherons se mettent en grève, et si ceci, et si cela. Donc il y a des enjeux forts qui sont en train de se jouer. J'ai pas beaucoup insisté, j'ai juste cité au début sur l'encens et la myrrhe. Donc on a quitté l'encens avec la reine de Saba. Merveille! C'est-à-dire que l'encens a traversé sans interruption 5000 ans d'histoire pour être aujourd'hui sur la palette de tous les parfumeurs. Donc, on s'interroge, forcément, on se dit, attends, alors est-ce que donc, ça a traversé le 19e dont on a parlé, ça a traversé, etc. Qu'est-ce qui va se passer ? Je prends l'exemple de l'encens à dessein parce que, même chose, certains d'entre vous en ont peut-être entendu parler, avec la vogue considérable de l'aromathérapie depuis une quinzaine d'années, on s'est rendu compte, un peu une surprise, que quand on faisait la liste de toutes les huiles essentielles en flacon qui plaisaient beaucoup aux ménagères américaines, le premier, je crois de mémoire que c'était le citron, mais le deuxième c'était l'encens. Incroyable. Incroyable. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Les gros mastodontes de l'aromathérapie américains, qui encore une histoire fabuleuse, parce que ce sont des gens qui sont partis de zéro et qui étaient devenus des sociétés à 1 milliard ou 1,5 milliard de dollars en 10 ans, ces gens se sont précipités dans la corne de l'Afrique pour s'assurer des approvisionnements en encens. Et ça a été une catastrophe. C'est-à-dire que forcément, quand on se précipite de cette façon-là du jour au lendemain, on a commencé à surexploiter les arbres. Alors, l'encens, on ne les coupe pas les arbres, c'est pas le bois qu'on veut, c'est la résine. Mais quand on overtape, quand on gemme trop fort les arbres, on les fait mourir. Et alors, il y a eu, vous verrez, vous pouvez regarder sur YouTube et partout, il y a des tas de reportages de gens qui sont allés dénoncer la surexploitation de l'encens en disant qu'il n'allait plus y avoir d'encens, que l'encens allait disparaître et tout ça. Bon. C'est largement exagéré, c'est faux. Il y a des millions d'arbres à encens au Somaliland, en face, à Oman, au Yémen. Donc, mais ça pose véritablement la question d'une menace qui est toujours là sur ces produits sauvages de comportement excessif. Donc la solution, on la connaît, il y en a, c'est toujours la même. Je crois qu'elle est mise en œuvre, mais c'est très récent. C'est
de faire apparaître dans ces filières des filières éthiques, des filières raisonnables, des filières raisonnées. Et qu'est-ce qu'il faut pour créer ça ? C'est pas tellement le rôle des acheteurs ou des grosses sociétés de composition de parfums, c'est le rôle des producteurs à l'origine. Moi, je n'ai pu aller au Somaliland ou voir le Baume Pérou au Salvador que lorsque j'ai eu des partenaires qui avaient fait des choses qui faisaient d'abord qu'on pouvait y aller et ensuite montrer que ça tenait la route. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Qu'est-ce qu'on faisait avant et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Et là-dessus, incontestablement, les progrès sont très très significatifs. Dominique, est-ce qu'on peut dire 2 mots de ce projet concernant l'encens, projet dans lequel vous intervenez à Oman ? Oui, alors juste avant ça, dans les choses qui vont bien, dans les choses qui vont bien, vous savez que la solution qui a été trouvée par l'industrie pour surmonter le problème de la disparition du santal de Mysore, c'est les Australiens qui l'ont trouvé et qui ont trouvé un endroit en Australie où ils ont pris du santal indien, ils l'ont planté, ils en ont mis quelques dizaines de milliers d'hectares. Comme ils l'ont fait il y a 20 ans, on commence à avoir des arbres de 20 ans qui sont exploitables, qui font de la très bonne essence. Et donc, on considère aujourd'hui, sans exagérer, que le santal est sauvé. Le santal est sauvé. Et c'est pas rien. Donc, ça montre que des choses sont possibles. Le bois de rose, alors c'est tout à fait autre chose, mais le bois de rose réapparaît aussi parce que des gens font de l'essence de bois de rose, non pas en coupant les arbres, mais en les élaguant, et donc en prenant des branches, en prenant du feuillage. Donc c'est un peu moins bon, un peu moins riche en linalol, mais ça restitue et reconstitue le produit. Donc il y a des solutions. Vous m'interrogez sur Oman. Oui, je pense que l'encens connaît une faveur, et notamment avec le boom extraordinaire de la parfumerie au Moyen-Orient. Pour les Moyen-Orientaux, qu'est-ce que c'est la parfumerie ? C'est la rose, l'encens et l'ambre gris. Il y en a qui pourraient s'arrêter à ces 3 ingrédients-là. Disons que c'est extrêmement important. Donc il y a un engouement pour l'encens qui ne se dément pas. Alors, la situation est un peu compliquée parce que les grosses quantités d'encens viennent de Somalie, qui est un pays incontrôlable en dehors de toute règle, de tout accès. Je crois qu'on n'a même pas le droit, nous, d'aller en Somalie. Moi, je suis allé au Somaliland, qui est la partie à l'ouest, qui est un État indépendant, bien que pas reconnu, où là, les choses sont beaucoup plus organisables. Donc, c'est de là que sortent les grandes quantités. À Oman, en face, ils sont les héritiers de tous les ports qui étaient les ports d'exportation de l'encens et des points de départ, puisqu'ils étaient sur la rive arabique, des routes de l'encens, les fameuses routes de l'encens mythiques qui remontaient jusqu'à Pétra et jusqu'à Gaza. Donc Oman voudrait reconstituer autour de ça toute une histoire de la gloire passée de leur encens, et ils travaillent sur des plantations, sur des choses très intéressantes comme sauver des arbres qui sont menacés par des concessions minières. Et donc moi j'ai vu à Oman des ouvriers à la pioche et à la barre à mine déraciner des arbres sur des collines pour les transplanter et les remettre dans des pépinières, et incroyablement ça marche même avec des arbres adultes, un peu comme on voit chez nous les oliviers, des oliviers espagnols énormes qui sont transplantés pour être replantés. Donc là aussi un vent d'optimisme. Est-ce qu'on a d'autres raisons justement d'espérer pour la palette du parfumeur ? Alors, y a un dossier très, très, très spécial dont je voudrais parler, si on a encore le temps. On a encore 5 minutes, oui. Oui, on a encore 5 minutes. C'est l'affaire du gaillac. Donc, j'ai pas cité au 19e siècle, début du 20e, l'arrivée du gaillac. Alors, le gaillac, c'est parfois pas très connu. C'est une note boisée qui est présente dans des milliers de formules, parfois à dose assez restreinte, parce que c'est un produit extrêmement fort. Et l'histoire derrière ça, elle est absolument fabuleuse. Donc le gaillac, c'est un arbre qui pousse dans la forêt du Chaco, qui est le nord du Paraguay, un peu en Argentine. C'est la 2e grande forêt primaire d'Amérique du Sud, au sud de l'Amazonie, mais n'a rien à voir avec l'Amazonie. L'Amazonie est tropicale. Le Chaco, c'est une forêt primaire sèche. Donc c'est un décor très, très, très étonnant, très hostile. Et ce qui se passe avec cette forêt, c'est ce qui se passe dans bien des
des zones subtropicales de la planète, c'est que c'est l'objet d'une déforestation monstrueuse. C'est très grand, donc il y a beaucoup de place. Et le Paraguay, il dit, écoutez, vous êtes gentil, mais moi, ce qui me rapporte de l'argent, c'est de faire de l'élevage. Et puis, ça me rapporte pour le cuir et la viande. Cette forêt, elle vaut rien du tout, donc m'emmerdez pas, venez pas me dire que c'est pas bien, etc. Moi, j'enlève la forêt, je transforme en pâturage et je fais de l'élevage. Alors, donc, ok. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'un jour, le CITES, donc l'organisme qui suit l'évolution des espèces végétales et animales en danger, a dit, mais attendez, nous, on va interdire la commercialisation du gaillac, parce que là, il est en train de disparaître, le gaillac, forcément. Si on fait disparaître la forêt, il n'y a plus de gaillac. Et donc, un peu panique à bord, quand même. Un peu panique à bord pour l'industrie, parce que s'il fallait arrêter d'alimenter les formules existantes, sans parler même de création, par faute de gaillac, on a un gros problème. Donc, il y a des gens qui se sont attelés à ça. Et je trouve que c'est peut-être un des exemples les plus intéressants de la façon dont on est capable de poser les problèmes aujourd'hui. Ils ont essayé donc de faire, alors j'en parle, c'est des amis, je leur fais un peu de pub, la société Nelixia qui fait ça au Paraguay. Ils se sont installés au Paraguay et ils ont fait un travail dingue pour faire des plans de gestion raisonnés du gaillac, en disant si je prends 1000 hectares, j'ai tout répertorié, voilà combien il y a d'arbres de gaillac à l'hectare, voilà combien je peux en prélever, et voilà comment il faut se comporter pour que ça puisse se reconstituer sur une rotation de 80 ans, etc. Chose qui n'avait jamais été faite, aussi incroyable que ça puisse paraître. Ils ont fait ça et ils sont donc allés voir des propriétaires de forêts en leur disant « Attendez, avant de vendre là pour les pâturages, on propose de vous louer vos terres et de vous donner une redevance qu'on va nous tirer de l'exploitation du gaillac. Et vous allez voir, c'est intéressant. Et ça marche. Alors c'est difficile, c'est compliqué parce que la pression des éleveurs est très forte, mais ça marche. Et on a donc aujourd'hui au Paraguay des exemples d'endroits qui sont gérés de façon durable, soutenable, et il y a des ministres paraguayens qui commencent à venir visiter ça et à voir. Et on est donc dans une situation, au fond, pas fréquente du tout, même très rare, où le parfum, au lieu d'être souvent victime d'accusations de dire vous détruisez l'environnement, vous l'abîmez, vous allez forcément déforester, je passe sur le travail des enfants, etc. Eh bien, le parfum est en train, à sa mesure et à son échelle, de contribuer à sauver une partie de la forêt du Chaco, et ça, c'est juste génial, quoi. Je rappelle le titre de votre livre, Dominique Roch, Le parfum des forêts, l'homme et l'arbre, un lien millénaire. On pourrait vous écouter pendant des heures. Hélas, tout doit avoir une fin. En tout cas, pour ceux qui voudraient poursuivre la discussion et rencontrer Dominique Roch, juste après cette conférence, vous êtes à l'étage, à l'espace librairie de la Paris Perfume Week, et vous dédicacez votre ouvrage. Merci encore Dominique Roch pour votre intervention, et on vous retrouve à l'espace librairie dans quelques minutes. Merci beaucoup. Retrouvez cette émission sur podcast.bainet.com et sur les plateformes habituelles.